Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Babacar. Je suis transformateur en agroécologie. Je suis microbiologiste des sols. Ma fonction, c'est l'enseignement de la recherche. Tout à l'heure, Arnaud vous a parlé aussi des services écosystémiques. Moi, mon service pour la communauté éducative, c'est je dispense des cours, je fais de la recherche, j'encadre les étudiants, je publie des articles, je participe à des congrès. Comme ça, vous allez comprendre un peu ce que c'est les fonctions et les services. Alors, je vais vous parler un peu de ce qui se passe sous nos pieds. Tout à l'heure, vous avez eu une belle présentation sur la forêt, les arbres, sur la sylviculture. Alors, on va essayer de tenter un petit exercice. On n'est pas en salle de cours, mais on va essayer de voir si ça marche. Et si je vous dis, dessinez-moi un arbre, c'est que, encore une fois, on n'est pas en salle de cours, mais si on tente l'expérience en 1 minute ou 2 minutes, je suis sûr et certain qu'il y a des choses que vous allez peut-être oublier. Là, tout à l'heure, il y a eu, Arnaud en a parlé, des essences forestières, des exemples avec le tronc, la grosse note de l'arbre, le feuillage, tout ça. Mais il y a des choses aussi importantes qui se passent sous nos pieds. Alors, je rappelle juste qu'on avait un enseignement de 2019 à Unila-Salle. Unila-Salle, c'est une école d'ingénierie que vous connaissez. On a 4 ans qui sont en France. Moi, je suis dans l'école de Rouen. On a une formation en agronomie et agronomie. Et on avait un module sur l'arbre, ici à Rouen. C'était un module optionnel, une vingtaine d'étudiants, une première année, chaque année. Donc on abordait l'arbre en tant qu'individu, l'arbre en vie, dans les parcs, dans les forêts, dans les agricoles. Donc vous verrez qu'en fait, l'arbre, on ne l'aborde pas de la même façon, suivant son milieu de vie. Okay? Et donc on commence. Ça, c'est les dessins que je demande aux étudiants. Dessinez-moi un arbre. Bien sûr, ils vont dessiner un arbre au début du module. Les modules, c'est des blocs d'enseignement d'une semaine, une vingtaine d'heures. Et le premier jour du module, je leur demande dessiner-moi un arbre. Vous avez 3 minutes ou 5 minutes. Bon, ils ont présenté un peu les branches, les feuilles, le tronc. C'est pareil, c'est des arbres. Hein. Ils ont représenté timidement un peu ce qui se passe au niveau des racines, alors que la plupart, en termes de biomasse, il y a 2 à 3 fois plus de biomasse au niveau sous-marin qu'au niveau de la partie aérienne. Alors ça, c'était au début du module. À la fin du module, c'est-à-dire le vendredi, je leur demande à nouveau, après la fin du module, dessinez-moi encore un arbre. Donc vous pouvez voir la différence avant et après. Et selon vous, quelles sont les réelles différences entre les premières photos et celle-ci? Surtout sur la partie racinaire. Oui. Du coup, ils ont fait un effort au niveau de la partie racinaire où on voit par exemple, avec les filaments microscopiques, au niveau peut-être au niveau des échanges avec les différents vaisseaux, avec le phloème, le xylème, je pense, et avec les poils absorbants. Voilà, donc il y a eu quand même une nette différence entre les premières photos et celle-ci. Donc ça veut dire qu'au cours de la semaine, il y a eu des choses qu'ils ont vues, qu'ils ne savaient pas peut-être, et qu'ils ont rajoutées. Donc c'était vraiment une plus-value de représenter un peu ce qui se passe entre les racines des arbres et la vie du sol. D'accord? Merci pour la réponse. Alors, juste un petit retour d'expérience rapidement par rapport à ce module. Connaissez les arbres, c'est le titre du module. Sur une semaine, du lundi jusqu'au vendredi, et on le fait ici à Rouen, au niveau du parc du village de Mont-Saint-Aignan, le jardin des plantes, tout ce que vous connaissez. Donc ça, c'est l'arbre en vie. On
part aussi à la forêt de Loumar. Donc là, c'est au niveau du jardin des plantes, forêt de Loumar. Et on travaille aussi avec l'ONF. L'ONF, c'est l'Office national des forêts. Les premiers jours, ils font un cours sur l'anatomie des arbres, donc les clés d'identification des arbres. Donc ils pourront donner des outils aux étudiants pour pouvoir aborder la semaine sur les arbres. Donc ça, c'est quelques images de la journée à la forêt de Loumar. Et une petite séance de travaux. Après avoir prélevé les racines au niveau des arbres, on regarde, on étudie la symbiose. C'est ça que je vais vous parler. Donc il y avait vraiment une partie théorique avec les connaissances sur les arbres, les clés d'identification. Ensuite, on vérifie, on regarde, on observe, on découvre les essences en fonction de leur milieu de vie. Si on est en ville, si on est dans les parcs, si on se retrouve en milieu forestier, ce n'est pas les mêmes types d'arbres, ce n'est pas les mêmes essences, ce n'est pas les mêmes espèces. Et après, on regarde ce qui se passe dans nos milieux, on fait des prélèvements de racines, on les amène dans notre laboratoire, on utilise le protocole pour pouvoir détecter cette symbiose entre les racines des arbres et les champignons du sol. Voilà. Et dernièrement, je vais terminer par là pour ce petit cours d'expérience. Donc ça, c'est des livrables, c'est-à-dire qu'on demande aux étudiants de nous faire une sorte de reportage en format A3 pour parler un peu d'un arbre au choix, de décrire cet arbre dans son milieu de vie, les caractéristiques de l'arbre, et aussi de parler de sa partie souterraine en termes de sécurité. Voilà, donc juste pour faire le lien avec la thématique de cette événement. Alors, on va commencer pour parler des mycorhizes. Vous avez une fois entendu parler de ce terme, mycorhize. Alors, souvent, il y en a, je parle sous Marc-André qui est sorti, mais il fait partie vraiment des spécialistes des champignons ici en France. Mycorhize, ce n'est pas des champignons, c'est l'association symbiotique. Souvent, les gens disent ah oui, les mycorhizes, c'est les champignons du sol. Ce n'est pas réellement des champignons, c'est ni champignons ni plantes. C'est l'association symbiotique, c'est une relation symbiotique. Gagnant-gagnant, d'accord, entre la plante et le champignon du sol. Donc, myco, ça vient toujours. C'est toujours relatif aux champignons. Quand on parle de mycologie, la mycologie, les mycologues, MYCO, c'est toujours relatif aux champignons. Donc ça vient du grec. Et rhizus, ça vient du grec aussi, et c'est relatif à la racine. Donc si on combine les deux, myco, c'est la symbiose entre les champignons du sol et les racines des plantes. Donc c'est une symbiose qui date de 450 millions d'années. Voilà. Et depuis 450 millions d'années, on va le voir tout à l'heure, il y a des efforts à faire en termes d'identification, en termes d'études. C'est une symbiose qui est très peu connue, alors que ça existe et ça aide les plantes à mieux se comporter dans le sol, à mieux se nourrir, à mieux se protéger depuis 450 millions d'années. Si vous n'étiez pas là, les plantes allaient avoir beaucoup de mal. Bon, peut-être elle allait avoir d'autres mécanismes pour se comporter dans les sols, pour se nourrir. Mais sur cette photo, vous pouvez voir quand même cette tache blanchâtre au niveau des racines qui représente, qui montre le réseau mycélien. Alors, c'est des termes, peut-être que vous pouvez le vérifier sur Internet. Quand j'emploie des mots, peut-être c'est pas aussi facile. Mycélium, c'est Y-C-E-L-I-U-M. C'est le réseau des ifs, des filaments que vous voyez là. Et là, vous voyez, en fait, c'est un volume de sol très important au niveau racinaire. Donc, vous pouvez le voir. Et ici, au niveau de cette tache blanchâtre, ça aussi, ça représente le réseau mycélien. Et ça, on peut le voir avec le forestier. Il ne faut pas les arracher. À l'intérieur, il y a des échanges de molécules, de nutriments
Alors, donc en termes de diversité et de fonction des associations mycorhiziennes, il y a 5 à 6 groupes de mycorhizes, mais les plus étudiés, c'est les endomycorhizes et les ectomycorhizes. Je vais y revenir. Alors là, je vais vous parler de 4 grands types de mycorhizes. Donc les mycorhizes, ce qu'on appelle les endomycorhizes, mais je vais venir en détail, d'accord, pour chaque type de mycorhize, tout au long de ma présentation. Donc ce qu'il faut juste comprendre pour représenter par exemple un écosystème forestier où il y a des arbres, différents types d'arbres, avec des pins, enfin, des sapins et tout ça. Et vous voyez des champignons, différents types de champignons. Et les réseaux, les filaments, qui sont interconnectés. Et vous pouvez voir les acronymes ECM, MA, ainsi de suite. Donc il y a différents types de mycorhizes qu'on peut rencontrer dans un écosystème. Aussi bien des mycorhizes à arbuscules, des ectomycorhizes. Et là, pour les ectomycorhizes, l'association a lié à l'extérieur de la racine. C'est pour cela qu'on dit ectomycorhize. Mycorhize à arbuscules, c'est endomycorhize. C'est-à-dire le champignon colonise l'intérieur de la racine. Et ça, on ne peut pas le voir à l'œil nu. Alors que les ectomycorhizes, on peut les voir à l'œil nu. Je vais les dire. Les hélicoïdes, donc c'est un type de mycorhize spécifique au groupe des Ericacées. Donc c'est des types de plantes à fleurs, les fougères, tout ça. Et les orchidioïdes, c'est la mycorhisation des orchidées. Vous connaissez les orchidées? C'est des plantes ornementales. J'ai fait mon master sur les orchidées, mais c'était des orchidées épiphytes. Et donc, en fait, les orchidées aussi réalisent ce type de symbiose qu'on appelle orchidoïde. D'accord? Et donc, sur un écosystème donné, on peut avoir une coexistence de plusieurs types de mycorhizes. D'accord? Aussi bien des ectomycorhizes peuvent interagir, les champignons ectomycorhizés peuvent interagir avec les arbres et peuvent être reliés aussi avec les endos. Parce que dans un écosystème donné, un seul champignon peut coloniser différents types d'arbres. Comme à l'inverse, un seul arbre peut être connecté par différents types de champignons. Ok? Alors, les deux groupes les plus étudiés dans le monde, c'est les ectomycorhizes et les endomycorhizes. Je commence par les ectomycorhizes parce que c'est ce qu'on voit plus en milieu forestier. Ecto à l'extérieur. Ça, c'est une représentation de groupe racinaire. Vous voyez cette partie en bleu. Ça, c'est les ifs. Les ifs, c'est les filaments. Ça, c'est une sorte de représentation. D'accord? Et la colonisation a lieu à l'extérieur de la racine. Et ça forme une sorte de tache blanchâtre, une sorte de manchon, d'accord, mycélien qui couvre. Au lieu d'avoir des points absorbants, on va voir ce manchon, d'accord, via un réseau qu'on appelle le réseau actif. C'était le mécanisme qui avait étudié en fait ces types de cellules. Et en fait, pour les ectomycorhizes, il y a à peu près 5% des plantes terrestres qui réalisent ce type de cellules. À peu près 5%. Et c'est ce qu'on voit dans les milieux forestiers. Donc les arbres forestiers, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les cocotiers, les érables, le chêne, donc tous ces types d'arbres forestiers répondent bien à la mycorhisation. Notamment, forment des ectomycorhizes. Donc c'est la plus facile à observer et à étudier parce qu'on peut les identifier à l'œil nu. Encore une fois, quand vous partez dans les forêts, il y a des champignons avec des formes de chapeaux, qu'on appelle des carnivores, qui sont à côté des arbres. Il ne faut pas les arracher. Parce qu'ils sont interconnectés, ils sont reliés aux racines des arbres. Donc il y a des échanges qui se font entre ces champignons-là et les racines des arbres. Alors, les champignons qu'on mange, c'est des champignons comestibles que vous connaissez. Bon, ce matin, j'avais mangé avec un peu d'ornette, ce que j'ai fait depuis le début. Les champignons comestibles, comme vous en connaissez quelques-uns, peut-être, la truffe, les bolets, les
les amanires, les champignons de Paris. Alors, tous les champignons ne sont pas comestibles, attention, surtout pour nous, les champignons toxiques. Voilà. Mais les champignons comestibles sont des champignons ectomycorhizés. Donc, on peut les identifier facilement à l'œil. Il n'y a pas besoin d'utiliser des outils microscopiques ou utiliser d'autres techniques beaucoup plus compliquées pour les détecter, les quantifier et les identifier. Alors que la plus répandue, la plus complexe, c'est les endomycorhizes. Alors, les endomycorhizes, c'est un type de mycorhize où le champignon colonise l'intérieur de la racine. On ne peut pas les voir de l'œil. Et c'est complexe parce que depuis 450 millions d'années, il y a à peu près 350 espèces qui ont été identifiées depuis 450 millions. Alors que chez les ectomycorhizes, il y a plus de 10 000, 15 000 espèces qui ont été identifiées. Ça peut se comprendre parce que les ectomycorhizes sont plus faciles à être détectés, étudiés que les endomycorhizes. Chez les ectomycorhizes, on parle de spécificité d'hôte. L'autre, c'est la plante qui répond à la mycorhisation. Cette spécificité, on peut le voir par exemple entre la truffe et le chêne. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de symbiose. En fait, la truffe ne peut pas s'associer à un autre arbre à part le chêne. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une spécificité d'hôte. Alors que chez les endomycorhizes, il n'y a pas de spécificité d'hôte. C'est-à-dire, le champignon mycorhizé qui colonise une céréale, notamment le maïs ou le sorgho ou le blé, pour en même temps coloniser le bois ou la févrole ou le sol. C'est pour cela qu'en fait c'est très complexe. Chez les endomycorhizes, on peut parler de préférence d'hôte, c'est-à-dire des champignons qui colonisent mieux, par exemple le maïs, que le blé. Et génétiquement, toutes les plantes ne répondent pas de la même façon à la mycorhisation. Il y a des groupes de familles de plantes comme la famille des colzacées, les brassicacées, merci. Les brassicacées, les kénopodiacées, c'est-à-dire la famille des choux, les betteraves, colza, tout ça, en fait, tous ces types de plantes, génétiquement, utilisent d'autres mécanismes pour se nourrir, pour se comporter dans les sols. D'accord? Alors que pour les endomycorhizes, il y a à peu près 85 à 90% des plantes réalisent ce type de cellules. C'est la cellule la plus répandue sur le règne végétal. Ok? Alors, je voulais parler un peu de services. Tout à l'heure, Arnaud a parlé de services écosystémiques. C'est des services qui sont rendus par la biométhanisation. Sur ces photos, vous pouvez voir par exemple le rôle de biofertilisant. Alors, désolé pour les termes, peut-être ça vous parle, tout ce qui est biofertilisant, biocontrôle, biostimulant, bioméditrant. Là, c'est des mots qu'il faudra peut-être avec le temps bien connaître, parce que ces champignons-là peuvent être utilisés sous forme de biofertilisant. C'est-à-dire qu'on peut les isoler, les mettre en association avec une culture d'intérêt pour améliorer la croissance, la productivité des plantes. Donc sur cette photo-là, par exemple, c'était entre deux conditions. Ici, à gauche, c'était du témoin non mycorhizé, c'est-à-dire non inutile. C'est-à-dire qu'on n'a pas apporté de champignons à gauche. C'est le contrôle. Alors qu'à droite, on a apporté de champignons. Et le substrat a été stérilisé. On a tué la microflore à vue du sol. C'était du sol, mais on a stérilisé. Et sur lesquels on a rempli du sol et on a semé, on a apporté des champignons. Et les plants ont le même âge. Ils sont tous âgés de 4 mois en pépinière. Et après 4 mois, on les a transplantés. Alors pourquoi on fait ça? Parce que vous savez que la plante, si on change l'environnement de la plante, ça peut créer la mortalité. Si on produit des plantes en serre ou en conditions contrôlées, on les transplante sur le terrain, le fait de changer l'environnement de conditions de culture peut créer ce qu'on appelle le stock de transplantation. Et donc si ces champignons-là aident la plante à mieux survivre, c'est ce qu'on appelle le taux de survie.
Si ça augmente le taux de surprise, c'est un avantage pour produire pour les pépinières qui font vraiment appel à nous pour essayer de produire des plants immobiliers. Et en bas, vous avez une photo pour montrer un peu le rôle protecteur de ces champignons entre quand on a inoculé une souche sur des plants de framboisier. C'est des plants de framboisier. Et quand vous voyez la partie aérienne à droite, c'est beaucoup plus simple que la partie à gauche où les folies sont affectées par le pathogène. Donc ce qu'il faut comprendre, dans le sol, il y a des bons et des mauvais. Il y a des gentils et des méchants. Alors, moi je travaille chez les gentils, dans notre équipe de recherche, il y en a qui travaillent chez les méchants, mais ils ne sont pas méchants. C'est des phytopathologistes. Alors, les champignons mycorhizés, c'est des champignons utiles, bénéfiques, ce n'est pas des pathogènes, c'est des bénéfiques. Tout à l'heure, je vais vous parler comment fonctionne la cellule. Parce que sur ce tableau, vous pouvez voir les services qui sont rendus par les mycorhizes, notamment au maire en ciment, une croissance de la plante beaucoup plus importante, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on peut les voir ici. Alors, comment ça fonctionne? Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la sève élaborée, sève brune, tout ça, procédure de la photosynthèse. Alors, je vous renvoie au cours. Comment ça fonctionne entre le champignon et la plante? Donc, le champignon fournit tout ce qui est eau et des éléments minéraux à la plante. Et en retour, la plante lui donne des sucres issus de la photosynthèse. Donc, le champignon est incapable de réaliser. Savez-vous pourquoi le champignon ne peut pas faire la photosynthèse? Pourquoi le champignon ne peut pas faire la photosynthèse? Vous avez vu le processus de photosynthèse? Oui. Il est sous terre. Oui, il est sous terre, mais. Donc il n'y a pas de soleil, donc pas de photosynthèse. Les études mycorhizés, les champignons sont exposés au soleil. On parle de champignons. Parce qu'il y a. Déjà, les champignons ne sont pas des végétaux. Voilà, c'est pas le même règle. Ils ne peuvent pas réaliser la photosynthèse. C'est pour cela qu'en fait, ils ont besoin d'avoir du sucre issu de la photosynthèse. Et donc, le château donne à son partenaire, mais la plante ne donne pas pour son salaire. Elle donne 20%, 25% de son salaire, disons. Elle donne pas. Parfois même, elle est traitée de tricheuse parce que le soir, elle donne. C'est comme ça. Et quand vous regardez le volume de sol qui est exploré sur des racines mycorhizées, c'est un volume de sol beaucoup plus important, contrairement à des plantes non mycorhizées. Donc vous voyez en fait l'avantage que ça produit au niveau des racines. D'accord? La globaline, c'est une glycoprotéine qui est sécrétée aussi et qui reste un réservoir. Tout à l'heure, on a parlé de carbone, le réservoir de carbone dans le sol, et ça reste spécifique aux endomycoses. En termes de structure du sol aussi, ça améliore la structure du sol. Alors, au niveau mondial, il y a beaucoup de recherches sur des mycorhizes. André Fortin, ça fait partie des Canadiens, des premiers Canadiens qui ont travaillé sur des mycorhizes. Et là, je vous montre un peu les livres et quelques ouvrages sur lesquels vous pouvez voir un peu le fonctionnement des cellules. Et comme je l'ai dit, depuis 450 millions d'années, il n'y a que à peu près 300-350 espèces qui ont été identifiées chez les endomycorhizes. Il y a encore du boulot. C'est très complexe, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la non-spécificité, contrairement à la mycorhize. Michael Fix, lui, c'est juste un agriculteur, il n'est pas un chercheur. Là, il a sorti un livre sur les champignons. Et il y a aussi ce livre sur les champignons mycorhizés. Alors, on est en Antarctique, les sols normands sont très caractérisés. Il y a très peu d'études. En toute modestie, je suis arrivé à Unidasal en juin 2018. Et quand vous tapez sur Internet mycorhize Normandie, vous allez voir mon travail. Il n'y avait pas beaucoup d'études sur les champignons mycorhizés. Pour plusieurs raisons, peut-être qu'il y a eu un manque de connaissances, un manque d'intérêt. Alors qu'avec la transition agroécologique, on parle beaucoup d'agroécologie. Il faut repenser au processus biologique. Donc il faudra bien prendre en compte
l'importance de cette symbiose pour la plante, pour le sol, pour une biodiversité. Alors, je commence d'abord par les endomycorhizes et je termine par les épimycorhizes pour faire un lien avec le thème de la journée. Les endomycorhizes, il y a une structure spécifique qu'on peut voir à l'intérieur des racines des plantes. Ça, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Il faut utiliser des outils microscopiques pour pouvoir les observer. Je commence par les îles. C'est les filaments bleus que vous voyez. Ça, c'est à partir d'une racine de noyer. Le noyer fruit, vous connaissez? L'arbre qui donne les noyers. C'est la deuxième production quand même en France en termes de surface. Après le premier. C'est les filaments, c'est des canaux qui vont faire des kilomètres dans le sol, qui vont aller chercher les éléments minéraux. Là, la plante ne peut pas avoir accès à donner à la plante. Donc, un système acidaire comme ça, qui est colonisé par des champignons, va créer un prolongement des ifs et ça va faire des kilomètres dans le sol. C'est eux qui vont aller chercher les nutriments, l'eau, le phosphore, l'azote, et le donner à la plante. La deuxième structure, c'est les vésicules. C'est des structures arrondies, vous voyez là, qu'on peut détecter au niveau des racines de plantes. Et à l'intérieur des vésicules, le champignon stocke ses réserves. C'est des lieux de stockage des réserves. Et la troisième structure, c'est pour cela qu'on parle de mycorhize à atmosphère, les embryons. Et les atmosphères, c'est une sorte de trappe de réserve. Vous voyez, une sorte de trappe. Et c'est des liens d'échange entre la plante et le champignon. Donc, la présence d'une de ces trois structures montre que le champignon est là, il est présent. Donc, si on regarde qu'il y a des ifs, des vésicules, ça veut dire que la plante est mycorhizée. Par quel champignon? C'est que c'est des champignons mycorhizés, et qu'on ne connaît pas le nom, la famille, tout ça, parce que ça reste de la caractérisation morphologique. Et au niveau du sol, bien sûr, aussi bien dans les forêts qu'en milieu agricole, on peut aussi voir les spores de champignons mycorhizés. Donc on peut extraire les spores. Vous voyez cette diversité qui varie en fonction de la forme, de la couleur, de la taille, du contenu. Donc toute cette diversité de spores aussi, ces spores représentent l'organe de reproduction. Quand les conditions sont réunies, ce sont ces spores qui vont spoculer, qui vont germer, qui vont coloniser les racines et former des vésicules ou des larves. Et il y a des banques, des entreprises qui étudient quand même ce type de cellules. Et comment on les détecte? Quand vous sortez ici, on peut prélever des racines du sol, on les amène dans le laboratoire, on a des protocoles, c'est des sortes de recettes de cuisine, on suit le protocole pour faire l'extraction des spores avec des jeux de tamis, avec des poissons. Et en même temps, sur les racines, voilà, c'est des racines très sombres, c'est des racines de noyer, très sombres. Concrètement, les racines de céréales, ou les céréales comme le maïs, le blé, les racines sont beaucoup plus claires. Et donc, du coup, il y a des techniques de décoloration avec des solutions qu'on utilise dans le laboratoire. Et on va faire un petit exercice de montage interphénomène. Je sais que vous aimez bien les microscopes, donc on va faire des observations microscopiques des lames pour observer et détecter ces champignons mycorhizés. Donc, toutes les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, ça vient de lames montées, colorées, et on observe ces structures. Et terminer pour les endomycorhizes rapidement, parce que c'est la symbiose la plus répandue avant de finir sur les ectomycorhizes et faire le lien avec le terme de la journée. Au milieu, vous avez des pratiques. À droite, les effets négatifs, à gauche, les effets bénéfiques. Alors, regardez, les pratiques, c'est de A, B, C, D, E, F. Désolé, c'est mal. Ça, c'est des teneurs élevées en azote et en phosphore. D'accord? L'eau, nitrogène, ça, c'est des teneurs très faibles d'azote et de phosphore. En C, c'est du semi-direct. C'est-à-dire qu'on ne laboure pas le sol. En D, c'est du labour. On amène le tracteur, on pulvérise. Là, on travaille le sol jusqu'à 50 cm. En E, on met des légumineuses dans les racines. Et en F, c'est du soltu. Et regardez ce que ça fait en termes de résultats sur la mycorhization. On a 1, 2, 3, 4 termes de résultats. C'est pareil ici. Et donc, la symbiose est beaucoup plus importante à gauche
à droite. C'est-à-dire, toutes ces pratiques-là, les teneurs très faibles en nutriments, on détruit par le réseau adhésif et on développe des légumineuses qui répondent super bien. C'est des plantes modèles très bien en fait. Vous connaissez les légumineuses, la famille des pharmacies. Les légumineuses, ça vous parle? Bon, c'est le pois, la févrole, la giverne, le soja, tout ça. C'est la famille des légumineuses qui répondent très bien à la mycorhisation et aussi à la symbiose rhizobienne avec les bactéries. Parce que vous voyez, c'est des nodules ici. C'est des nodules, structures globuleuses, qui s'accrochent au niveau des racines des légumineuses. Et c'est à l'intérieur qu'on voit aussi des échanges entre la bactérie et la plante. Et à droite, quand la plante a tout ce dont, quand je dis plante, c'est aussi bien pour les arbres. Quand ils ont tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire quand ils ont le frigo qui est rempli, bon, chef champion, je n'ai pas besoin de vous, je peux encore tenir pendant 2 mois. Quand on détruit les réseaux adhésifs, en travaillant le sol, en faisant une labour, on casse cette interconnexion entre les arbres et les cultures environnantes. Et quand le sol est nu, il n'y a pas de partenaire végétal. S'il n'y a pas de partenaire végétal, il n'y a pas de cellules. D'accord? Alors, quelques photos d'autres images sur. Parce que j'ai eu la chance de travailler dans 2 contextes pédoclimatiques. Contexte de zone tropicale, contexte de zone tempérée. Donc là, c'était des plantes qui ont été produites en pépinière et qui ont été transplantées sur le terrain. Et c'était sur un arbre fruitier forestier qu'on appelle le jujubier. C'est dans le cadre du projet de la Grande Muraille Verte, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un grand projet de Grande Verte pour stopper l'avancée du désert, je ne sais pas si. Voilà. Et donc, du coup, quand je suis arrivé en Normandie, bon, j'ai fait ma thèse à Montpellier, mais on me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Normandie? Il ne fait pas court, hein, ça pleut tout le temps. Et le projet dans lequel j'ai été recruté, c'est un projet sur la mycorhisation du noyer. D'accord? Et l'intérêt, c'était de voir, est-ce qu'il y a un avantage de laisser les couverts végétaux dans les noyeries? Les noyeries, c'est de trouver en Dordogne, au niveau de la station de Tresse. Et Marc-André avait contribué un peu à ce projet-là. Et donc, en fait, si c'est une représentation des arbres, c'est une noyer, on laissait les couverts. Et ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc on met en association des cultures et les arbres pour voir les échanges en termes de nutriments entre les arbres et les cultures. Et en fait, la multiplication est multipliée par 3 dans les modalités de noyer avec couvert, contrairement aux parcelles de noyer seul. Il y avait un avantage. La mycorhisation des noyers était multipliée par 3 dans les modalités avec couvert. Que ça soit en bio ou en conventionnel. Alors, pour faire le lien entre. Tout à l'heure, Arnaud a vraiment bien présenté, bien parlé des actions anthropiques, des écosystèmes forestiers. Là, je vous montre la forêt commerciale. La sylviculture, il en a parlé. Donc, ici, il y a d'abord de l'être humain, on plante des arbres. Pour un objectif, pour produire du bois ou des choses comme ça. Mais vous imaginez en fait quand ça ressemble à la monoculture. Si c'est la même espèce, c'est moins diversifié, c'est pas entièrement naturel. Alors que dans une forêt primaire, vous voyez en fait tout est naturel. Il y a beaucoup plus de diversité, il y a beaucoup plus de réseaux naturels, moins perturbés que dans une forêt commerciale. Donc ça, il faudra le prendre en compte en termes de contexte. Et on parle beaucoup de Wild Web. C'est le réseau souterrain. En 2020, j'ai sorti un papier dans The Conversation, c'est un journal de vulgarisation sur Internet, vous pouvez voir. Il fallait donner un titre très vulgarisé. Et j'avais dit, j'avais proposé les mycorhizes de pointe, les réseaux sociaux des écosystèmes terrestres. Les réseaux sociaux, c'est pour montrer un peu les échanges qu'on peut avoir entre le partenaire végétal et le partenaire fongique. Et donc, regardez, en fait, ces représentations de tâches branchables qui montrent le réseau, cette interconnexion où tout est relié,
les grands donnent aux petits, les plus sains donnent aux malades. Voilà, tout est interconnecté dans le sol, en termes d'échange d'informations, d'échange de nutriments et d'échange de mécanismes de défense. Donc, j'ai oublié de vous dire que les deux principales fonctions des mycorhizes, c'est une fonction de nutrition et une fonction de protection contre les pathogènes. D'accord? Voilà comment les arbres parlent entre eux. Ils envoient des signaux, des informations, c'est des molécules, c'est des produits chimiques, c'est des nutriments entre eux à travers le réseau mycélique. Et tout à l'heure, on parlait de photosynthèse entre la sève brute. La sève brute, c'est l'information que la plante, les racines donnent aux feuilles. Et la sève élaborée, c'est ce qui vient, c'est la sève descendante, ce qui vient des feuilles, en termes de sucre, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont les champignons en ont besoin. Une fois qu'ils sont associés avec les racines, c'est là où ils vont retrouver les sucres. Donc, les échanges de sève brute, sève élaborée, ça traduit le fonctionnement de la cellule mycorhize. Et comment, en fait, ce flux, ça se passe à travers l'enchevêtrement des racines. Tout à l'heure, on a fait un bel exercice de faire comme ça. Bon, les arbres ne trouvent pas, mais c'est à travers les racines et ce réseau que les échanges se font. Ils vont faire des relations, ils vont faire des enchevêtrements. Encore une fois, les grands donnent aux petits, les plus sains donnent aux malades. Et vraiment, c'est à travers ces réseaux qu'on voit les échanges d'informations. Aussi bien de nutriments, mais aussi de mécanismes de défense. Les services écosystémiques des forêts, ça se traduit aussi sur l'intérêt des arbres. Donc, on produit du bois, production fruitière, bien-être animal, l'attention au niveau des racines. Il y a un panoplie quand même d'avantages de services qui sont fournis par les arbres. Donc, quand on protège les arbres, quand les arbres sont bien élevés, se comportent bien dans les forêts, s'alimentent bien en eau, ils sont bien protégés contre les pathogènes, on va avoir accès à tous ces services. Donc il faut le voir comme ça, et ça c'est le rôle que les champignons jouent dans le sol. Et donc là, sur ce dimanche, encore une fois, le réseau, ça ressemble à des câbles Internet, c'est réseautif, et c'est à l'intérieur de ces réseaux que transitent tous les nutriments. Et c'est comme ça que les arbres communiquent entre eux. C'est comme ça que les arbres partagent les nutriments entre eux. Et c'est comme ça que les arbres se protègent, parce qu'ils vont envoyer des signaux sous forme de mécanismes de déclencher des mécanismes de défense pour dire ah bah, il y a l'ennemi qui va arriver, on va se protéger via des signaux. C'est comme ça qu'ils faisaient le message. Et donc il y a un élément important aussi à noter, c'est ce qu'on appelle le réseau mycélien commun. Donc sur cette photo, c'est une représentation de réseau mycélien commun, c'est-à-dire que c'est le réseau mycélien qui est relié entre les arbres et les cultures. Donc en situation d'agroforesterie, où on met en association les cultures avec les arbres. Là, c'est un exemple de maïs associé à des noyers. Et vous voyez en fait tous ces réseaux-là de mycorhiziens communs qui est interconnecté et qui vont servir même d'autoroute, même parmi l'autoroute. Parce que c'est via ces réseaux qu'on voit les géstances de nutriments et de molécules et de produits utiles. Alors, pour terminer rapidement avec quelques exemples de champignons mycorhiziens, bon, vous connaissez, et c'est ça qu'on retrouve en milieu forestier, ces types de champignons. Évidemment, on peut avoir aussi des champignons endomycorhiziens, c'est-à-dire qu'il y a des arbres qui peuvent réaliser comme les eucalyptus. Je ne sais pas si vous connaissez. Les eucalyptus peuvent faire les deux symbioses, à la fois ectomycorhizienne et endomycorhizienne. Et ces champignons-là ne sont pas tous comestibles. Mais c'est via les champignons où on voit ces éléments nutritifs échangés entre eux et les arbres. À savoir les mollets, les feuilles, les amandiers, ce qui les reviendra là-dessus. La production des champignons comestibles aussi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et il y a des unités de production
qui sont très très connus ici en France. Le corps des champignons visibles au-dessus du sol ne représente qu'une petite partie du champignon. C'est ce que je disais en fait. Là, c'est les carpophores sur l'organe de production, comme vous voyez. Mais tout se passe dans le sol et il y a les réseaux souterrains qui transitent et qui sont interconnectés avec les arbres. Donc là, c'est une représentation, c'est une belle photo qui montre quand même ce réseau porteur d'informations au niveau des forêts, où là, les points verts représentent les spores. D'accord? Et vous avez ces réseaux diffs, ça c'est des diffs, c'est des filaments qui peuvent faire des kilomètres dans le sol. D'accord? Un autre exemple. L'analogie de la tonne d'araignée. Toute cette tasse blanchâtre, à l'intérieur, vous allez avoir aussi des échanges de nutriments. Ça, c'est les réseaux mystérieux. Ça, c'est très, très, on le voit fréquemment au niveau des forêts. Alors, c'est ce que je disais, il y a des gens et des méchants, il y a des champignons pathogènes aussi, qui peuvent créer des bouclures au niveau des racines. Ces champignons peuvent aussi lutter prendre des plantes en situation de stress, que ça soit biologique ou abiotique. D'accord? Je ne sais pas si j'ai juste 2 minutes avant qu'on passe aux questions. Pour vous parler de. Il y a beaucoup de. Les acteurs, c'est les industriels, les laboratoires, les entreprises, des équipes de recherche. Il y a une diversité d'acteurs qui travaillent sur les microbes. Il n'y en a pas tant que ça en France. Mais il y a de grosses équipes de recherche, que ce soit à Dijon, à Montpellier, à Nancy, qui travaillent sur des microbes. Mais toutes ces structures-là, soit ils peuvent vendre des inoculums de champignons, ils multiplient les champignons sous forme de collection. Donc on peut commander par exemple des souches de champignons via ces structures-là. C'est des startups, Bovito, ils sont à Nice, Mycéa, ils sont à Montpellier, Agronutrition, ils sont en France. Prometex et au Canada, et ce qu'ils font, ils utilisent un processus d'extraction, de sélection des spores qu'ils vont mettre en association avec les cultures et les plantes de terre. En horticulture, ça marche. En sylviculture, production pépinière, ça marche. C'est-à-dire qu'on peut mettre en association ces souches de champignons avec des arbres ou des plantes, mais au stade pépinière. Il faut que la colonisation se fasse très tôt, afin que le champignon colonise très tôt la plante. Parce qu'il y a des graines, des semences qui sont enrobées avec des fongicides, des pesticides. Et ces produits chimiques contiennent des molécules qui vont occuper la place des champignons. Donc ce qui fait que c'est comme si on ferme plus les portes, toute personne ne rentre, et le champignon ne peut plus faire son rôle de protecteur pour la plante. Et donc, parmi les substrats, parce qu'il y a des producteurs qui ont dans le terme, le cours de. Est-ce que ça vous parle? Parce que parfois ils achètent, ils le mettent, et ça ne marche pas. Et du coup, en grande culture, ou dans les écosystèmes naturels, dans les forêts, on ne va pas se permettre d'avoir des produits comme ça et de les pulvériser. Tout à l'heure, on a parlé de faire attention aux espèces envahissantes, aux espèces techniques. On ne va pas se permettre de pulvériser des spores sur des centaines d'hectares. Il faudra prendre en compte des pratiques qui favorisent ces services. C'est l'une des meilleures stratégies. Par contre, en pépinière, on peut mettre en association des champignons, produire des plantes en pépinière, on va transformer après sur le terrain. Ça marche. Et ça peut intéresser les paysagistes, les forestiers, les pépiniéristes, le monde de la recherche. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Voilà. Je peux passer toute une journée à parler des mycorhizes, mais je m'en arrête là. Donc, si vous avez des questions. Bonjour, merci, c'était hyper intéressant, j'ai énormément de questions, mais celle que j'ai envie de vous poser le plus, c'est est-ce qu'on comprend en fait de quelle nature sont ces signaux de communication? Vous avez évoqué du coup, parmi les rôles, le rôle du protecteur,
Donc on imagine que, quelque part, un arbre malade, une plante malade arrive à passer cette information et le champignon aide à la synthétisation de la médecine, etc. Est-ce qu'on arrive à comprendre de quelle nature se font ces échanges? Est-ce qu'il y en a une seule? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que c'est de l'ordre, je ne sais pas moi, vraiment j'ai n'importe quoi parce que je fais toute l'information en bio, mais est-ce que c'est de la nature de l'osmose où il y a tout le temps des molécules qui passent et quand tu en as besoin, ça se fait absorber? Est-ce que c'est électrique? Est-ce que ça s'apparente à des neurones? Enfin, vous voyez, est-ce qu'on a cette réponse ou pas d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que c'est relativement récent, les systèmes écologistes. C'est la question. Alors, c'est une question beaucoup difficile à répondre. Les mécanismes sont très complexes. On étudie des choses impressionnantes. On ne connaît pas. Mais il y a des études qui montrent quand même le fonctionnement en termes de mode d'action de cette symbiose. C'est-à-dire qu'il est important que le champignon colonisent tôt les racines de l'arbre ou de l'arbre. Pour pouvoir protéger, jouer ce rôle de protecteur, c'est pour stimuler des mécanismes de défense. Donc il y a des mécanismes, il y a des molécules qui peuvent être sécrétées par le champignon au bénéfice de l'arbre. Pour l'instant, ce qu'on identifie, c'est plutôt un mécanisme chimique. Tout à fait. Chimique, hormonal. Alors, il y a ce qu'on appelle les citriques-galactones. C'est des phytohormones, des réseaux de déposition. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que chaque partenaire envoie des signaux. C'est comme, je vais faire une petite blague entre une petite fille, un garçon. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas trop là, mais c'est des signaux. Quand le partenaire est là, la graine de la semence, un sport va envoyer des signaux à la plante et la plante va sécréter des phytohormones qui forment des galactones qui va stimuler la microbialisation. Donc, plus ou moins, c'est un mécanisme intermédiaire entre les deux cellules. Et donc, ça se traduit via des échanges de nutriments, de signaux chimiques entre les deux parties. Et si vous me permettez une deuxième question, on commence à voir que finalement les arbres sont sensibles à beaucoup plus de choses qu'on peut imaginer. Et j'ai entendu certains podcasts parler d'arbres capables pour savoir s'il y avait un tremblement de terre, un séisme ou quelque chose. Non, ça ne parle pas. Bon, je ne vais pas travailler. J'avais posé la question en gros de la rapidité de la transmission de la nouvelle. J'ai vu dans une dernière, vous parlez de phytoxine, je ne sais pas si ça vous parle. Phytoxine, c'est vraiment des molécules aussi qui sont sécrétées par les arbres pour envoyer un message par rapport à l'ennemi, à un autre arbre. Et en fait, par exemple, un animal qui va manger des feuilles, et les feuilles vont se transformer, vont sécréter des éléments toxiques à l'ennemi. Donc en fait, ça aussi, c'est un mode de communication entre les arbres. Sinon, par rapport à ça, je me disais, les signaux chimiques, aériens ont l'air d'être extrêmement rapides, et je me posais la question de à quel point sous le sol c'était lent, rapide, est-ce que certains signaux sont rapides, est-ce que certains signaux sont mais voilà, il y a des choses à explorer, le fonctionnement de cette symbiose est très, très complexe. Donc je l'ai parlé tout à l'heure, en termes d'identification, de connaissance des types de microbes. Donc il y a encore des études à faire et des écosystèmes à explorer. On n'a pas trop de réponse, c'est au cas où vous les aviez que on est la science. Oui, bonjour. Je continue sur les échanges de signaux. Est-ce qu'on peut imaginer des échanges de signaux? Des centres de signaux? Est-ce qu'on peut imaginer des échanges de, je sais pas, d'ADN, d'ARN, comme les transports horizontaux? C'est important de découvrir ça, c'est extrêmement vaste, entre les champignons microbiens, parce que c'est l'hypothèse abordée par une de notre. Alors, des échanges d'ADN, je ne sais pas. Alors, évidemment, il y a des études sur l'identification moléculaire, par exemple. Comme c'est une symbiose obligatoire pour le champignon qui ne peut pas se développer sans un hôte, c'est-à-dire les champignons microbiens, surtout les ennemis, ne peuvent pas se développer sans un hôte. Donc, même pour multiplier, il
faut le mettre en association avec une plante pour le pouvoir renommer tout ça. Et donc, du coup, on peut étudier les mécanismes moléculaires, identifier par exemple, connaître les communautés des champignons qui colonisent une racine de plante. Donc là, on fait une extraction d'ADN et on fait ce qu'on appelle du séquençage. Une application PCR, on envoie, et puis on a la nomenclature de la taxonomie, le phylum, ordre, genre, espèce, pour étudier en fait les communautés. Donc ça, c'est des outils moléculaires qui nous permettent d'aller plus loin sur l'identification moléculaire. Par contre, d'échange d'ADN, je ne sais pas pourquoi en fait. Peut-être que j'ai mal compris la question, mais évidemment, on utilise des outils moléculaires pour identifier ces champignons. Vous parlez d'échange d'informations. Oui. Oui, ces informations se traduisent à travers des échanges d'informations, ça me fait penser à l'information génétique. Bon, on a pas d'exemple de transfert horizontaux d'informations génétiques entre des bactéries, des plantes, là je m'imagine, pourquoi pas, des choses ou inversement. Il y en a ces échanges. Après, sur le plan génétique, oui, on étudie les molécules qui sont partagées, les gènes qui sont partagés, par exemple. Je donne juste un exemple très rapide. Entre le sol, ce qui se trouve dans le sol, c'est ce qui se trouve sur un système d'affaires. Donc, les micro-organismes qui se trouvent dans le sol ne sont pas tous forcément associés aux racines des plantes. Par contre, tout ce qu'on trouve dans les racines sont dans le sol. Et donc, il peut y avoir des espèces indicatrices, c'est-à-dire que quand on étudie les communautés, une espèce peut avoir une espèce de plante, peut avoir des espèces de champignons spécifiques et des espèces qui sont partagées avec d'autres espèces, d'autres plantes, d'autres bactéries. C'est-à-dire qu'il peut y avoir sur le plan moléculaire des gènes qui sont partagés et des gènes qui sont spécifiques à une espèce. Donc ça, on peut le voir sur le plan moléculaire. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui, j'aurais aimé savoir sur votre produit, c'est des glomérulocètes, parce qu'on voit avec encore de gastro de des gloméraux, est-ce qu'il y en a qui vont pas c'est toujours Bah oui, un peu. Tu vas La reproduction des glomérulocètes. Oui. Oui, les glomérulocètes, ça renvoie aux endomycorhizes. Les glomérulocètes, c'est le règne des endomycorhizes. Et donc, on peut évidemment les multiplier. L'exemple que j'ai montré sur les spores, ça renvoie aux glomérulocètes. Et donc, on peut extraire les spores à partir du sol agricole ou sol forestier, et on peut les identifier, les caractériser, les isoler, les multiplier et les garder en collection. Donc, ceux qui font des produits de biofertilisants, tout ça, c'est ça qu'il faut. Et en termes de substrat, d'inoculum, disons, ça peut être du liquide ou du solide, ou des granulés. Donc, ils peuvent garder ces spores-là dans le liquide et les vendre sur des flacons. C'est ça qu'on prend en fonction des doses pour les mettre au moment du semis pour produire des plantes. Mais moi, je ne suis pas très fan sur l'inoculum liquide. Parce qu'on ne sait pas combien de spores va coloniser, va stimuler une croissance de plante. Il faut faire plusieurs tests parce qu'on achète, ils nous disent la dose recommandée, c'est par exemple 100 microlitres par 1 kg de sol. Ça, c'est valable. Est-ce que c'est valable sur toutes les plantes? C'est ça en fait le problème. Donc il faut faire plusieurs tests. Par contre, l'inoculum solide, où il y a les racines qui sont mycorhizées, le substrat qui contient des spores, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup, Babacar. Ouais, non.